Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle saison de The Call, donc avec 5 nouvelles personnes. À ma droite, nous avons notre nouveau homme à tout faire, qui n'est autre que Hugo. Salut. À la droite d'Hugo se tient ce cher Samuel Gandon, élève d'un autre lycée qui tient à faire partie de notre chère radio. Bonjour. Suivi de Mathéo. Bonsoir. À côté de lui, Juliette. Bonjour. Octave qui s'occupera de la chronique YouTube. Salut. Et Maxime qui gardera sa chronique ciné. Je suis très content d'être de retour. Eh bien écoutez, débutons sans plus tarder cette nouvelle saison de The Call. Parlons de jeux vidéo. De design, de gameplay, de narration. Et donc nous retrouvons Hugo pour sa première chronique, pour sa première saison sur les jeux vidéo. Et oui, du coup, bonjour, et content de vous retrouver pour cette saison 5. En ce qui nous concerne, et comme l'a dit Clément, je serai votre chroniqueur jeux vidéo pour l'année. Du coup, comme je serai en charge du jeu vidéo et que vous n'êtes pas forcément expert, avant de commencer les chroniques plus classiques, je vais vous faire une sorte d'introduction aux jeux vidéo. Donc commençons par les bases. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que quoi qu'un jeu vidéo ? Un jeu vidéo, c'est tout d'abord un média, comme la radio. Un moyen de faire passer des idées, des messages, des réflexions, etc. par le biais de l'amusement et de l'immersion. Alors évidemment, c'est pas vrai pour tous les jeux. Candy Crush n'a pas vraiment de message fort à faire passer, pas plus que Mario nous apportait de réflexions existentielles. Mais c'est l'idée générale et une définition qui fonctionne pour une très vaste majorité des jeux. Un jeu vidéo se joue sur un support qui peut être mine de rien assez diversifié. Ordinateur, borne d'arcade, téléphone ou tout simplement sur console. Chacun de ces supports ont leurs propres caractéristiques comme le contrôleur, l'écran, la puissance qui influent sur l'expérience de jeu. Mais un jeu vidéo en tant que tel se décompose plutôt en deux parties, le gameplay et l'univers. Le gameplay, c'est les mécaniques de jeu, comment le jeu se joue. C'est grâce au gameplay que l'on peut ranger tel ou tel jeu dans une catégorie. Par exemple, si le jeu consiste à faire bouger un personnage et de le faire tirer le tout à la première personne, alors ce sera un FPS, First Person Shooter. S'il consiste à effectuer des commandes complexes sur le contrôleur afin de le faire combattre son personnage contre un autre, ce sera un jeu de versus fighting, etc., etc. Le gameplay est extrêmement important dans la composition d'un jeu car c'est généralement grâce à lui qu'on va pouvoir juger si le jeu est bon ou non. D'autres variables rentrent évidemment en compte comme le level design qui décrit comment les niveaux sont créés, la difficulté, la richesse du contenu, etc. Mais le gameplay tient une place de choix puisqu'il est l'un des éléments les plus importants, sinon le plus important. Attention, ça ne veut pas dire qu'un gameplay basique est signe d'un mauvais jeu, non. Un jeu au gameplay basique peut être très très bon. J'en prends pour exemple les jeux Call of Duty, qui ont un gameplay tout à fait banal, je cours, je tire, et c'est tout, mais qui, pris comme ça, fonctionnent très bien, même si on peut faire bien des reproches à votre série de FPS préférée. Si vous avez bien suivi, vous vous rappellerez d'ailleurs quel genre de jeu est un FPS. First person shooter. C'est bien, au moins il y en a un qui suit. Enfin bref, l'univers, lui, c'est l'univers, quoi. C'est basiquement ce qui va vous pousser à finir le jeu en vous donnant un contexte et un prétexte. Pour reprendre l'exemple de Mario de tout à l'heure, le contexte est « La princesse s'est fait enlever par Bowser !» Prétexte « Il faut la sauver, Mario !» Et voilà, vous êtes parti pour vous taper 8 mondes en compagnie de votre plombier préféré. L'univers n'a pas forcément besoin d'être extrêmement poussé pour vous donner envie de terminer le jeu. Mario, encore une fois, on s'en fiche un peu. Tout ce qu'on veut, c'est jouer. Par contre, dans d'autres genres, l'univers a tout intérêt à être plus poussé, parce que si dans un RPG, un jeu de rôle long d'une bonne centaine d'heures, l'univers tient sur un ticket de métro, le joueur va très vite se lasser parce que ce genre de jeu est très répétitif. Donc pour tenir le joueur en haleine, il faut un bon scénario, des personnages bien écrits, une trame de fond riche, afin d'immerger le joueur. Et ce principe d'immersion est très important. Déjà parce que c'est cool d'être à fond dans un jeu, et ensuite parce que ça permet d'avoir une plus grande hype lors de l'éventuelle sortie d'une suite. Et oui, les développeurs y pensent sur la durée, l'objectif bénéfice. Et vous savez quoi, ils ont bien raison parce que l'industrie du jeu vidéo est assez cruelle. Si vous ne voulez pas que votre jeu que vous avez mis 4 ans à développer passe aux oubliettes une semaine après sa sortie, va falloir jouer des coudes avec les géants de l'industrie. Cette transition de génie va me permettre de vous parler un peu plus des 3 principaux acteurs du monde vidéoludique, Nintendo, Sony et Microsoft. Pourquoi ce sont eux les plus grands acteurs, me direz-vous ? Parce qu'ils détiennent le marché des consoles et pas mal de grands studios de développement. Ils permettent de gérer leurs sorties comme bon leur semble et ainsi l'industrie se cadre sur leur rythme. Du coup, Nintendo, c'est le plus ancien. Il était là avant tout le monde et il est encore là pour longtemps. Il est
quasiment le seul constructeur à produire des consoles portables, ce qui lui donne un monopole quasiment parfait pour ce marché. Ils ont une politique assez prudente, se mouillent pas vraiment. Leurs principales séries sont Mario, Zelda, Pokémon et beaucoup d'autres. Bon, c'est aussi mes préférés, mais faut pas le dire. Le deuxième, c'est Sony. Premier sur le marché des consoles de salon avec sa fameuse PlayStation, c'est peut-être le studio qui s'en sort le mieux pour l'instant. Parmi les trois, ils détiennent notamment les Gran Turismo, les God of War et les Uncharted. En bon dernier, on a Microsoft qui essaye un peu de suivre le rythme de Sony, mais bon, il s'en sort quand même pas trop mal. Ce sont eux à l'origine de la Xbox et ils appartiennent à la même société qui fait que le Microsoft qui fait des ordinateurs, donc ils profitent aussi de quelques exclus PC. Ils sont aussi les plus jeunes sur le marché. Ils détiennent notamment Halo, mais surtout pas mal de nouvelles licences qui se tentent de faire une place en tant que nouvelles séries cultes. Voici donc les trois géants de l'industrie vidéoludique actuelle, car avant c'était pas tout à fait pareil, hein. Il y a 30 ans il y avait que Nintendo et Sega. Sega qui est mort en 2001 suite à un bid de ses consoles. Tellement triste. Atari, on n'en parle même pas. Hein. Ah mais Atari, ouais. Ils en ont fait quoi 2, je crois. Ouais. Deux, quoi. Puis les consoles dans le Mexique, quoi. Mais on aura peut-être l'occasion de vous parler de rétro gaming dans une autre émission. Bon, il faut pas pour autant oublier non plus qu'il y a d'autres grands studios qui ne produisent pas de consoles, comme Ubisoft ou Bethesda, qui ont aussi un gros impact sur l'industrie. Voilà, je pense que si vous avez retenu tout ce que je viens de vous dire, vous devriez pouvoir comprendre ce que je vais vous dire durant les chroniques à venir. Ça fait pas de vous des experts, hein, mais si vous retenez tout ça, vous aurez déjà quelques bonnes bases. Sur ce, rendez-vous la semaine prochaine pour le retour des chroniques plus classiques. Et elle sera sur quoi ta prochaine chronique? Elle sera sur le développeur Capcom. Oh. Et du coup, Adam, parce que c'est bien joli tout ça, mais le jeu vidéo, c'est un art ou pas? Ouh le rageux! Je sais pas, c'est-à-dire que la question se pose, autant parmi les professionnels du jeu vidéo que par les professionnels de l'art, mais... Ah bah on sait pas. On pourra tenter d'y répondre cette année, du coup, au fil de tes chroniques. Bah encore, oui. Je sais pas si j'aborderai la question parce que c'est mine de rien assez complexe, mais on verra. Moi j'aurais quelque chose à ajouter sur le jeu vidéo. C'est un peu un fait d'actualité. Tu parlais de Nintendo tout à l'heure. Oui. Nintendo a sorti sa nouvelle console de salon Switch il y a Oui. quelques mois déjà. Ouais. Et récemment, je crois que c'était surtout depuis cette semaine qu'on en parle, je sais plus, je crois que c'est des Japonais qui ont découvert ça, que dans la console Switch, et c'était possible d'avoir accès à un ancien jeu vidéo d'une console NES, un jeu golf. La console NES, ça fait à peu près 10 ans, voilà, c'est une vieille console, et en fait ce jeu fait hommage à un des anciens employés Nintendo. Je crois que c'est Satoru Iwata qui est mort il y a 2 ans, et c'est voilà. Pour ça. Et du coup, en fait, si on paramètre sa Nintendo Switch pour que la date soit en fait à la date de mort de ce personnage Nintendo, et ben on aura accès à un jeu Golf NES et pour y avoir accès en fait, en plus de cette date là qu'il faut rentrer, il faut faire un geste que cet homme là faisait souvent, et dès qu'en faisant ce geste avec ses manettes, et ben on aura accès au jeu golf. Donc voilà, je crois que c'était la petite anecdote qui fait plaisir. Ils ont découvert ça par hasard ou non, en fait il me semble qu'ils avaient eu des rumeurs ou un truc comme ça, ou je sais plus, ils ont peut-être de base pas fait exprès, ou je sais pas trop, mais des fans hardcore qui du coup, s'amusaient à ça imiter. ça tourne un peu à sur rentrer la des toile, dates random complètement dans À leur une console. soirée un peu alcoolisée. Vas-y, viens, on fait Ils du ont mis bico. des algorithmes dans la console. Bon, j'espère en tout cas que notre CPE a tout compris à ce qu'on vient de dire. bien entendu. Et oui. Eh bien, merci beaucoup pour cette chronique. De rien. Et pour resituer un petit peu, nous parlions tout à l'heure du coup du fail d'Atari. Donc pour nos auditeurs qui écoutent et qui Bien ne dans ton savent micro. qui ne savent pas ce qu'était l'échec d'Atari, c'est donc une société de jeux vidéo très prolifique qui a fait un jeu E.T. absolument Dégueulasse, tu peux voilà, le dire. je pense que tout le monde a le même avis sur la question. Et vu qu'ils avaient pensé que ce serait un très grand succès, et ben les mecs ils se sont retrouvés avec plein de cartouches et ils savaient pas où les vendre. Du coup, il y a eu une légende urbaine pendant très longtemps selon laquelle les cartouches étaient enterrées au Nouveau-Mexique. Et récemment, il y a un documentaire qui est sorti et qui prouve que il y a bel et bien des cartouches enfermées sous terre au Nouveau-Mexique. C'est ça qui est le plus fou en fait, c'est que pendant 20 ans on a cru que c'était juste une légende et en fait la réalité est toujours plus absurde que le fantasme. Ah bah ouais, les gars sont bons, les gars sont bons. Bah merci beaucoup du coup Hugo. On va du coup passer à notre cher Maxime avec ta chronique cinéma.
Comme toujours, tu vas nous parler Godard, tu vas nous parler 7ème art, vas-y. Exactement. Bon alors, jingle. Bon, du coup, moi cette année, je voulais faire un truc. Alors, ceux qui écoutaient la radio l'année dernière savent que Maël avait tendance à introduire ses chroniques par une charade. Alors, vous inquiétez pas, je vais pas faire de charade. Non, je voulais plus en fait, vu qu'en grande majorité, je vais parler de films qui sont pas français, en fait, donner le nom du film en français francisé, en fait. Et voir si ça a évoqué quelque chose, c'est certains d'entre vous. Donc là, à la table, il y en a En qui... québécois, tu veux dire ou pas? Parce que les films français. Ah sont ouais, un vraiment- peu en Ok, québécois, ok. genre si un jour je présente Trainspotting, pour ceux qui me connaissent, ça fera Férocipat. Vous voyez Aussi pote. Et donc du coup, bon, il y en a à la table qui savent de quoi je vais parler, mais essayez de voir si vous connaissez pour ceux qui savent pas. Donc là, je vais vous parler des souvenirs du meurtre. Est-ce qu'il y en a qui voient à quel film ça peut correspondre? Donc comme On pour est- Maël, si tu sais, tu te tais, tu laisses les autres chercher. Enfin, si tu savais pas à l'avance, quoi. Non mais c'est son petit réquisition. On est très très loin de l'Occident. On est à l'autre bout du monde. On est en Corée du Sud et en fait, les souvenirs du meurtre, c'est parce que je vais vous parler de Memories of Murder. Donc voilà. Voilà. Bon. Je vous ai pas vraiment laissé chercher. Merci Donc- Maxime. Commençons. Memories of Murder est un film de Bong Joon-ho, réalisateur sud-coréen sorti en 2003. L'histoire se passe dans la province sud-coréenne en 1986, dans un village traditionnel, et s'intéresse au meurtre assez violent d'un tueur en série en nous faisant suivre l'enquête pour l'arrêter. Le scénario nous entraîne dans plusieurs fausses pistes, des interrogatoires, des reconstitutions, d'autres pistes vraies mais laissées de côté, nous fait ressentir la tension d'un thriller et nous interroge sur la vérité. Il s'agit donc d'un polar, mais un polar exceptionnel pour plusieurs raisons. Je précise parce que moi d'habitude je suis pas un gros fan de polar, voilà, mais ça c'est vraiment une grosse claque. Premièrement, Memories of Murder est tiré d'une histoire vraie, qui fut ensuite adaptée en pièce de théâtre, puis au cinéma par Bong Joon-ho. Ce n'est pas le premier polar tiré d'une histoire vraie, mais l'histoire autour de ce tueur de ce tueur en série a eu un impact important en Corée et a notamment révélé un haut niveau d'incompétence de la police dans les milieux ruraux. Car c'est l'un des objectifs majeurs de ce film, dépeindre la Corée des années 80, à l'heure de ses plus grands changements, que ce soit social, technologique et tout, en confrontant notamment la police rurale et urbaine, dans des scènes d'abord amusantes, puis, en s'approchant de la fin, désespérantes. Les personnages principaux sont donc, avant l'arrivée de la police urbaine, deux flics idiots aux méthodes violentes et absurdes, comme le tabassage des suspects, la création de fausses preuves, etc. Tout le défi du film est de rendre attachants ces personnages débiles, pour qu'on soit tout de même curieux de savoir ce qui leur arrive. Pour ce faire, l'humour, dans la première partie, nous attache, puis laisse place à une confrontation avec la réalité qui nous émeut, accouchant d'une œuvre dont les premières images nous paraissent poétiques, qui semblent ensuite grotesques et balourdes, mais qui finit par nous prendre à revers au moment où on s'y attend pas, avec un monde froid et nihiliste à la pluie lourde et accablante. Il s'agit du deuxième long métrage de Bong Joon-ho, donc le réalisateur sud-coréen, considéré comme son premier chef-d'œuvre. Avant, il avait fait un film qui s'appelle Barking Dog Never Bites, c'est pas passionnant quoi. Et ensuite, il a réalisé The Host, Mother, Snowpiercer et Okja, tous extrêmement intéressants, vraiment. C'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Et ils sont très souvent divertissants dans des registres très différents. On a un polar, celui dont je vous parle aujourd'hui, un film de monstre, The Host, un drame social, Mother, un post-apo, Snowpiercer, et une aventure fabuleuse présentée à Cannes en 2016, que je viens de voir récemment et qui est vraiment excellentissime. On retrouve dans Memories of Murder plusieurs thèmes présents dans toute sa filmographie, comme la mise en image des classes sociales. Alors la mise en image des classes sociales, ça a son paroxysme dans Snowpiercer, pour ceux qui l'ont vu. Et l'intérêt qu'il a pour les classes sociales, le but en fait, c'est pas de prendre parti pour la classe ouvrière ou quoi que ce soit. En fait, c'est juste de montrer qu'elles existent, quoi, que les classes sociales sont bien présentes dans nos sociétés. Et voilà. Et aussi, Bong Joon-ho, il a un tic dans tous ses films, c'est qu'il apprécie vraiment les personnages idiots à côté de la plaque, mais qui se révèlent très touchants en fait par leur faiblesse, parce qu'ils essayent souvent de faire les choses bien, quoi. C'est en fait ce que moi je résume par le héros pathétique, quoi. On sent aussi une passion pour les ralentis chez Bong Joon-ho, qui semble néanmoins tenter de limiter au maximum, parce qu'il a peut-être peur d'être redondant. L'intérêt d'un plan en ralenti, en fait, c'est d'amplifier l'action, et il l'utilise dans chacun de ses films différemment. Dans Memories of Murder, c'est le ridicule qui est exagéré, le ridicule des flics ruraux. Dans The Host, c'est le désespoir, et dans Snowpiercer, la révolte et l'effroi des classes populaires. Si vous vous décidez à regarder Memories of Murder, ce qui me ferait vraiment très plaisir, sur lequel il y aurait énormément de choses à dire, je vous conseille de prêter attention à comment est dirigée votre attention, justement. Là où un film classique va guider nos yeux avec le mouvement ou avec les lignes de fuite,
Memories of Murder utilise les regards des personnages eux-mêmes pour nous indiquer où prêter attention, car nous sommes faits pour regarder dans la même direction que nos semblables. Est-ce que quelqu'un juste, vous voyez tout ce que c'est, les lignes de fuite au cinéma ? Oui. Personne n'est Oui, dérangé ? je connais. Ok. C'est les mêmes qu'au dessin, non? Exactement, c'est comme dans la peinture, on divise l'image en 9 carreaux et les points de rencontre forment les lignes de fuite. Donc voilà, dans Memories of Murder, il n'y a pas du tout ça. Nous, dans Memories of Murder, c'est où les personnages vont regarder, ça va nous indiquer où regarder et on s'en rend même pas compte en regardant le film, mais c'est ça qui va régler toute notre attention. Et en fait, là, le regard dans ce film, ça prend tout un sens, parce que c'est dans lui uniquement que se trouvent les clés du film. Comme le dit le premier flic qu'on va rencontrer, qui est le personnage quasiment principal, il nous dit « Je suis peut-être nul en tant que flic, mais je peux deviner qui ils sont. C'est pour ça qu'on m'appelle œil de chaman. » Et ça, c'est vraiment la clé du film. Parce qu'en fait, les photos, toutes les preuves, elles sont trompeuses. C'est dans le regard que se joue le film, ce qui est déjà un propos assez fort, en fait. Et le film, il commence d'ailleurs avec des décors magnifiques, très beaux, très poétiques, je vous ai dit. Et ensuite, il passe sur un coup d'œil dans un caniveau, comme pour rentrer dans ce monde putride et étrange. Et il se termine aussi sur un regard, mais qui est dans le sens inverse, qui est complètement contraire à celui du début du film, mais que je vous laisserai découvrir si vous regardez le film. Finalement, pour donner un peu plus mon avis personnel, j'ai adoré ce film. Alors je suis vraiment pas un fan de polar, mais ce film joue avec les codes de ce genre et en a réinventé la plupart. Il fait aucun doute qu'il influença de diverses façons Zodiac de David Fincher, sorti en 2007, qui n'est autre que l'un des exemples les plus connus du polar moderne. Memories of Murder est considéré comme l'un des meilleurs films policiers, non pas de ces dernières années, mais de toute l'histoire du cinéma, parce qu'en faisant mine de s'intéresser plus à la situation sociopolitique de la Corée, en faisant mine de s'intéresser plus aux déboires de la police et au destin de minables flics, le film déroule sous notre nez une enquête réelle et incroyable entre l'absurde et la tragédie, dont les conséquences se font encore ressentir aujourd'hui en Corée. On observe dans le cinéma de Kim Jong-un, autre réalisateur coréen qui est plus actuel, la présence de tueurs en série psychopathes terrifiants, et dans celui de Na Hong-jin, l'incompétence d'une police sénile. Ce que j'ai aimé en fait dans ce film, c'est la pluie battante et mélancolique devant le vide intérieur des personnages. Le vide est très important dans le film et occupe une place presque centrale. Le vide de l'enquête, le vide de volonté et de réflexion, et par moments le vide de réponse. Vous n'aurez pas toutes les réponses en regardant ce film. Tellement de pistes s'enchevêtrent pour former le jeu de pistes de Memories of Murder tout en restant lisible que l'on finit par murmurer au moment fatidique, désespéré. Putain, je sais pas. Merci beaucoup Maxime. Alors je vais juste me permettre de te redemander le nom des réalisateurs, parce qu'il me semble que tu as cité un certain Kim Jong-un. Oula, Il me semble aussi. Kim Ji-woon. Kim Ji-woon, merci beaucoup, ça nous évitera de Effectivement, faire polémique. On est sur le même pays, c'est pas grave. Il y a des noms qui se ressemblent un peu. Et ben merci beaucoup pour cette chronique ciné qu'on sent très personnelle, très sentimentale en fin de compte. On va donc maintenant passer à notre toute nouvelle chronique, notre chronique sur le YouTube. Actu YouTube, Actu Cinéma. En tout cas, cette semaine, comme c'est improvisé, ce sera plutôt Actu YouTube. Donc, je vous laisse découvrir ça tout de suite. C'est parti. C'est donc à Octave de se lancer dans sa première chronique sur les actualités YouTube. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, comme c'est ma première émission et que c'est totalement improvisé, ce sera pas spécialement comme les semaines à venir. Donc pour cette semaine, je propose d'analyser les tendances YouTube. Donc c'est un onglet YouTube qui date d'il y a à peu près un an et demi, qui, selon un certain algorithme qui nous est inconnu, classe les vidéos les plus aimées, les plus à la mode, les plus en tendance en fait du moment. Donc là, en tout cas, c'est le cas pour les vidéos françaises. Et donc vous n'aurez pas du coup les tendances sous les yeux, mais je vous propose d'analyser un peu ça et puis on verra ce que ça donne. Donc en premier des tendances YouTube, nous avons en toute honnêteté le cinéma de Lollywood. Lollywood, c'est un collectif de youtubeurs qui font pas mal de sketchs. Ils sont produits par TF1, donc ça devient vraiment un peu plus du sérieux. Ils sortent un sketch tous les dimanches sur leur chaîne YouTube. J'ai regardé ce sketch. Personnellement, je le trouve un peu moins bien que les fois d'avant. Voilà, je m'attendais un peu mieux pour cette deuxième vidéo de la saison. Voilà, donc j'attends de voir. Après, d'un point de vue personnel, Hollywood, ce sont des gens que j'aime bien. J'ai eu la chance de les voir en vrai. Voilà, ils sont sympas, mais je pense que c'est des gens qui sont habitués depuis longtemps à faire des vidéos, mais voilà, pour moi leurs vidéos sont quand même de très bonne qualité et ils ont une place méritée pour moi en tendance.
peut-être pas en première place. Donc voilà. Deuxième vidéo, top 10 des paroles de chansons avec un sens caché de top 10. Un top assez sympa. Après, est-ce qu'il mérite une place une deuxième place, je ne sais pas. Voilà, mais c'est un top assez cool, c'est pas mal. Troisième vidéo, c'est l'exemple parfait de ce qu'il ne faut pas retrouver en tendance YouTube, c'est-à-dire un extrait d'émission dont n'est pas couché de France 2. Voilà, ça n'a rien à faire là. Et malheureusement, c'est pour ça que cet onglet tendance a pas mal été critiqué. C'est parce que y a des vidéos qui n'ont rien à faire. Voilà, quatrième et cinquième vidéo. Voilà, encore une fois. Celles-là, ce sont plutôt des vidéos YouTube, mais voilà, c'est quatrième place, Neo The One, youtubeur de 12 ans. Qui a lancé sa chaîne perso, mais qui est toujours sur une chaîne avec son petit frère de 5-6 ans, contrôlé par leur mère, qui se fait au passage beaucoup d'argent sur leur dos. Donc voilà, chaîne assez critiquée par beaucoup de youtubeurs. Elle ne comprend pas ces critiques-là. Bon, c'est pas grave. Bah, la plupart des vidéos YouTube incluant des enfants sont assez critiquées parce que ça. Studio Bubble Tea par exemple. Par exemple, ça remet du coup en question le travail des enfants parce que t'as l'excuse du non, mais ça leur fait plaisir. Non, par exemple, moi j'ai lancé ma chaîne YouTube à 12 ans, mais c'était parce que j'étais passionné de cinéma. Lui, il a 12 ans, ça fait peut-être plusieurs années, et c'est contrôlé par sa mère à la base. Et puis c'est pas des vidéos déjà extrêmement intéressantes. C'est surtout pour un très jeune public, et puis il y a beaucoup de vidéos sponsorisées en fait, surtout Studio Bubble Tea, une autre chaîne assez similaire. En fait, les trois quarts des vidéos ce sont des déballages de jouets sponsorisés par de base je crois que la chaîne s'appelait Studio Bubble Tea Kinder Jouets. C'était vraiment une chaîne sponsorisée par Kinder, donc c'était vraiment, et ça remet en cause plein de droits au niveau du travail. Et il y a d'ailleurs une chaîne qui s'est ouverte, 911 avocats, qui s'intéresse un peu aux droits des enfants, justement, aux droits en général sur YouTube, et notamment aux droits des enfants. Chaîne très intéressante, je vous conseille d'aller voir. Donc, cinquième vidéo, c'est à peu près la même chose, c'est toujours Neo The One. Là, c'est Gulli. Donc, là, en fait, c'est un mélange des deux dernières vidéos. Voilà, ça n'a rien à faire là non plus. Et juste, Octave, Oui. Tu regardes les vidéos qui sont en tendance, toi? Justement, pas forcément. C'est-à-dire que je suis abonné à pas mal de chaînes YouTube et du coup je check de temps en temps pour voir, mais en général les vidéos qui sont soit des vidéos que j'ai déjà vues, soit des vidéos qui ne m'intéressent pas du tout. Donc voilà. D'accord. Je pense, donc, l'angle tendance il y a beaucoup de vidéos, donc je pense que je vais regarder que les 10-15 premières. Et parce qu'en fait, je remets grave en question l'importance de l'anglais tendance, parce que j'ai l'impression que ça définit pas du tout c'est pas ce que les gens regardent, quoi. En fait, au-delà de l'algorithme, quoi, c'est juste que les gens ils arrivent sur YouTube, ils regardent pas l'anglais tendance, non. quoi. En fait, Tu regardes l'accueil. Bah, oui. l'onglet tendance serait intéressant s'ils mettaient vraiment en valeur des petites chaînes YouTube qui par rapport, toujours avec un peu cet esprit quand même, qui me font pas mal de vues par rapport au nombre d'abonnés, et voilà, pour en faire mais toujours, soit au début des vidéos vraiment qui marchent vraiment, mais de grands youtubeurs, genre les 5-6 meilleurs vraiment, et après c'est sûr que ce soit vraiment que des petits youtubeurs pour faire découvrir, parce que à part récemment sur Twitter notamment, il y a eu des youtubeurs qui ont demandé aux petits youtubeurs de partager leur chaîne, donc voilà, ça fait un peu plus certain. Mais à part ça, voilà, il y a tellement de chaînes qu'on peut pas vraiment, et l'anglais tendance ne sert pas à grand chose. Donc là nous sommes à la 6e vidéo je crois. Faire son propre Nutella d'Alexandre Calvet, c'est un tuto, lui il fait des crash tests il me semble. Vidéo sympa, je dirais, voilà, sympa. Après encore une fois, est-ce que 6e des tendances, je ne sais pas. Après c'est pas à moi de juger, c'est l'algorithme YouTube, mais encore une fois c'est quelque chose d'automatique. Donc voilà, c'est spécial, mais voilà, je sais pas trop. 7e vidéo, ma propre caisse, super connard. Vidéo gaming, un peu banal de Cyril Super Connard. Encore une fois, c'est un grand youtubeur, il est suivi par beaucoup de monde, je crois 1 million, 2 millions de personnes. Moi, je ne suis pas abonné à sa chaîne YouTube, j'avoue en attendant, j'ai pas forcément envie de la voir. Ceux qui sont abonnés l'ont déjà vu dans leur abonnement. Peut-être que j'imagine qu'elle est bien montée tout, mais elle a pas l'air non plus si extraordinaire par rapport à ses autres vidéos. Est-ce que les gens vont vraiment cliquer dessus parce qu'elle est en tendance? Je ne sais pas. Voilà, encore une fois, je ne vois pas trop l'utilité de cet onglet tendance, c'est un peu dommage. 8e vidéo, encore une fois, vidéo de la rencontre Nice-Marseille. Voilà, c'est une vidéo de la Ligue 1 Conforama.
les gens, s'ils ont vraiment envie de voir le résumé, ils vont le rechercher directement sur YouTube. Ils vont pas spécialement aller sur Onglet Tendance. Donc voilà. Puis là, avec les attentats, je pense à Las Vegas et tout, j'imagine que il va y avoir sûrement dans les heures qui suivent des vidéos, malheureusement, un peu comme à chaque attentat, dans les tendances, donc ça va, je pense, empirer. Et donc là, je crois qu'on arrive à la 10e vidéo. Là, c'est une vidéo qui a sa place en tendance. Vidéo de Squeezie avec Big Flo et Oli, de rappeurs belges qui Ils émergent. sont de Toulouse, Big Flo et Oli. Oui, mais il me semble qu'il... Attention, ça part en live sur les origines de Big Flo et Oli. Allez-y, débattez. J'ai cru entendre quelque part qu'ils étaient On va coach. partir en live sur leur rap. Il me semble qu'ils étaient... J'ai cru entendre quelque part, mais ça a confirmé qu'ils étaient coach de The Voice Belgique. Donc je m'étais dit que peut-être qu'il y avait un lien. Du coup, Squeezie a plus sa légitimité en tendance, sachant que c'est le Squeezie... plus gros youtubeur. Alors, Enfin, le pas plus gros, forcément, quoi. mais en fait là c'est parce qu'il a fait un duo avec Big Flo et Oli suite à leur vidéo ensemble avec Ala Ray. En fait, Ala Ray, c'est quelqu'un qui a écrit le dictionnaire de Robert, je crois. Mhm. Et en fait, ils avaient déjà fait une première vidéo en faisant du rap en 1 heure. En fait, à écrire une chanson de rap, donc c'est assez cool en 1 heure. Ils avaient fait allusion à cette Alain Ray qui est en rigolant dessus. Et en fait, Squeezie a fait la surprise pour cette deuxième vidéo, en fait, d'amener cette personne dont il parlait. Et voilà, donc qui lui-même a proposé des mots pour le rap. Et du coup, là, c'est le clip du rap de cette chanson. Voilà, filmé par un drone, franchement, dans les locaux de Web Media, un peu à l'extérieur. Bah, franchement, je trouve que c'est ce genre de vidéo qui a sa place en tendance, car c'est un gros youtubeur, certes, mais qui a fait quand même un contenu assez original qui change. Et je crois qu'elle a été première des tendances à un moment, et je pense que c'est une vidéo qui a sa place en tendance et une place bien méritée. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette chronique Actu YouTube. Voilà, la semaine prochaine, peut-être que je referai la même chose, peut-être que je changerai le principe. Et donc voilà, salut. Merci beaucoup. Merci Octave. Et je voulais quant à moi te demander, est-ce que tu penses pas que l'onglet tendance de YouTube, il sert simplement en fait à montrer ce que les gens regardent en ce moment? Parce qu'il me semble que c'est ça le but de cet onglet, c'est de montrer quelles vidéos sont en train actuellement d'être les plus vues. Donc je pense notamment à Hollywood parce qu'ils sortent une vidéo toutes les semaines seulement. Par contre, quand je vois des choses comme Neo The One, je sais pas comment ça se prononce, ou les autres choses comme ça, c'est peut-être des vidéos qui sont plus régulières, mais qui ont une fanbase plus jeune. Donc c'est. Alors oui, je pense le but premier c'est de voir justement les vidéos qui sont tendances, qui marchent, qui sont un peu la mode entre guillemets, mais le fait qu'il y ait un onglet spécifique, voilà, sur YouTube, il y a l'onglet, il y a l'accueil, les abonnements et les tendances. C'est-à-dire que c'est un onglet qui est fait pour être vu. Ce sont des vidéos du coup qui sont faites pour être vues, donc c'est pour que ça soit attiré, que ça soit mis en valeur. Et si justement que sur des vidéos qui est écrit que ce soit une des vidéos les plus populaires, certes, mais si YouTube les met là, c'est qu'il y a quand même un but derrière, c'est que les gens voient que ça apporte des vues. Et c'est pas parce que ce sont les vidéos le plus vues à ce jour que ce sont forcément les vidéos les mieux qui méritent le plus de vues. Du coup, c'est ça qui est assez débattu en ce moment sur YouTube. Très bien. Du coup, on pourrait organiser ça aussi, un petit débat sur le YouTube français. Et n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne YouTube Octavius Mordicus, des podcasts, des sketchs, des courts-métrages et des micro-trottoirs dans les rues de Caen. On comprend ça au montage. Bien sûr. Et donc maintenant, c'est à Samuel, un des endormis de cette émission, qui a décidé de se réveiller, éclairé par la beauté de nos chroniques précédentes. C'est vrai qu'on dirait qu'il vient d'arriver en fait. Ouais, t'as vu? C'est surtout qu'en fait, j'avais pas du tout de chronique préparée, mais vu que j'avais le bouquin que je suis en train de lire en ce moment et que j'aimerais bien faire des chroniques lecture, j'ai pu essayer de préparer un petit quelque chose. Eh bien, nous t'écoutons, mon cher, et avec grand plaisir. Je vais vous parler du Passage de la nuit d'Haruki Murakami. Donc, on m'a conseillé ce livre-là il y a très peu de temps, et alors j'en ai lu à peu près qu'un tiers pour le moment. Donc, Haruki Murakami, c'est un auteur japonais. Je vais pas vous faire toute sa bio, mais il y a quelques petites choses qui sont importantes à savoir sur lui quand on lit ce livre. C'est que premièrement, c'est un homme qui voulait pas forcément écrire de bouquins à la base parce qu'il a étudié le cinéma et le théâtre pour finalement fonder un club de jazz. Donc voilà, ça Le pas mec grand chose à indécis. voir au départ avec la littérature. Mais tout a à voir avec la littérature en fin de compte. Probablement. Surtout dans ce bouquin, il mélange beaucoup de références entre elles. Enfin, je vais vous en parler. En gros, le Passage de la nuit, pour résumer, ça décrit simplement une nuit entière dans une grande ville japonaise. L'aspect cinéma, en fait, est hyper présent
parce que on est toujours spectateurs en fait. On va passer d'une scène à l'autre, d'une pièce à l'autre, d'un personnage à l'autre, en étant toujours complètement passif. Et il va souvent utiliser un vocabulaire du cinéma. Il va limite se mettre à parler de travelling pour décrire les angles de vue qui vont être utilisés. Il va nous identifier à une caméra en fait. Assez souvent, il va beaucoup jouer sur la lumière, sur l'obscurité en l'occurrence. Et décrire comme ça une nuit dans une grande ville, c'est prétexte à pas mal de choses. Premièrement, ça va être prétexte à décrire le monde de la nuit, tout simplement. Du coup, on va pouvoir faire la connaissance avec une directrice de Love Hotel, donc littéralement un hôtel qui sert à la fois à la prostitution, aux couples qui ont envie de se poser comme ça tranquillement, sans avoir à rentrer chez eux, qui était catcheuse professionnelle auparavant. Donc voilà, c'est tout un univers. On va avoir un peu affaire à la mafia chinoise en présence au Japon. Pas de Yakuza? Non, justement, ils disent que les Yakuza c'est de la rigolade comparé aux Chinois parce que les Chinois c'est des malades. Par exemple, pour les punitions qu'ils infligent, pour te résumer, il y en a un qui dit à un moment une vie on en a qu'une, mais des oreilles on en a deux. les mecs ne rigolent vraiment pas, quoi. Et t'as 10 doigts. Ils comparent aussi les prostituées à des pizzas qu'on livre dans les hôtels. Enfin voilà, c'est vraiment charmant. Donc on a l'occasion de découvrir ça d'une part, et puis les personnages qu'on suit à la base sont des gens assez qui ont rien à voir avec le monde de la nuit en fait. Une des premières personnages à être installée, c'est Marie. Donc le mari japonais, hein, pas le mari français parce que ça aurait pas trop de sens. C'est une japonaise. Et le bouquin introduit lentement la raison pour laquelle elle désire rester éveillée comme ça pendant toute une nuit, parce qu'au départ on ne le sait pas du tout. C'est une fille qui est assez rangée, étudiante en langue chinoise justement. Moi j'en suis qu'au tiers du bouquin, je sais absolument pas pourquoi elle reste comme ça éveillée toute la nuit. Oui, non, mais c'est assez fou parce que on se rend compte qu'elle a un background familial assez compliqué. Elle a toujours vécu dans l'ombre d'une sœur qui, elle, est décrite aussi, mais qui, elle, dort profondément. Elle a aucun souci, elle a pas besoin de rester éveillée, à dormir, à passer la nuit dans des restaurants, ou à lire des bouquins. Il y a pas un gros côté nouveau roman, non? Je m'y connais pas du tout en nouveau roman. J'en ai pas lu des masses non plus, mais non. Après, avec ce que je sais du nouveau roman... cette espèce d'errance qui est pas forcément centrée directement sur des personnages moi, peu non linéaires, tout ça. Je t'avoue que je connais pas du tout cet aspect-là du nouveau roman, mais après, le bouquin a l'air de partir dans une direction où finalement les destins vont finir par s'entremêler. Ouais. Pas mal. C'est une écriture souterraine. Peut-être. Excuse-moi, j'arrête d'embêter. Et... Donc voilà, en fait, finalement, décrire la nuit, c'est prétexte à faire des très belles descriptions. Parfois, l'auteur nous lit vraiment ses états d'âme. Et c'est aussi prétexte à caler plusieurs références. Donc jusqu'ici, il y a énormément de groupes de jazz qui ont été cités. Donc voilà, quand on connaît le passé de l'auteur, c'est pas étonnant. Sa présence est aussi rappelée parce qu'il y a plusieurs références à la littérature japonaise. Pour le moment, il y a eu déjà un poète japonais de cité. Et aussi, il y a eu une référence faite à un film de Jean-Luc Godard. Ce qui n'est pas forcément étonnant. Moi, je m'y attendais pas vraiment. C'est Alphaville. Je sais pas si vous connaissez Alphaville de Godard. Mais les Japonais sont des gros consommateurs de cinéma français, autant que nous, on est des gros consommateurs de cinéma japonais. On est très consommateurs de cinéma japonais. On est manga et shonen, mais de cinéma, pour pouvoir parler, ça, je sais pas. De culture en général, en France, on est des gros fans de culture japonaise. Et au Japon, ils aiment beaucoup la culture française. Je sais pas, tu fais japonais, toi? Non, pas du tout. Non, parce que pour moi, c'est plutôt la culture des films cinématographiques américaines, un peu. Il y a une grosse influence, c'est sûr. Mais japonais, j'ai déjà vu 2-3 films japonais. Mais peut-être dans les milieux cinéphiles. Les grands classiques. Mais déjà dans les milieux cinéphiles, mais en fait. Oui, peut-être dans le milieu cinéphile, mais en tout cas dans le milieu tout public, je pense qu'il n'y a pas. Dans le milieu tout public, non, pas forcément, effectivement, oui. Mais déjà en fait. Mais du coup, dire que les Français sont. Déjà en fait, le fait que tout le monde en France a vu au moins un film japonais, c'est déjà dire qu'on est des gros consommateurs de films japonais, parce que tout le monde en France n'a pas vu un film italien, allemand, polonais, hongrois, quoi. Biélorusse ou croate. Exactement. Croate, on a cherché. Hein. On a cherché longtemps un film croate et pas putain. Sauf si on est allé à Nanarland, là on a vu des films d'à peu près toutes les nationalités, je pense. Et par-dessus ça, en fait, cette consommation, tu l'observes aussi en fait, dans le cinéma en lui-même, où tu vas voir que les réalisateurs français, ils ont des grosses influences nippones, et à l'inverse, que dans les sphères nippones, il y a des influences françaises, quoi.
Reprends mon cher Samuel. Oui, Nous t'avons pardon. troublé, nous sommes Bah, d'affreux monstres. Ouais, je vous trouve un peu relou en vrai. Hein. Non, mais pour revenir donc au passage de la nuit, je vais simplement ne rien ajouter parce que je l'ai pas encore terminé. À la limite, je ferai peut-être une chronique plus complète sur ce bouquin parce qu'il part assez bien. Bon, c'est un peu compliqué d'avoir un regard critique déjà maintenant que j'ai commencé le livre, mais en gros, ce que j'apprécie beaucoup dans ce bouquin, c'est l'aspect cinéma. Parce que j'avais jamais lu de livre faisant ça avant. En fait, j'avais jamais eu l'occasion de voir des descriptions vraiment comme au cinéma. D'habitude, c'est toujours assez traditionnel, en tout cas dans la littérature française, mais même américaine. Ils vont jamais utiliser un vocabulaire cinématographique ou même l'aspect très visuel des choses. Les descriptions, elles vont avoir un sens, mais qui va pas être purement esthétique. Alors que là, c'est le cas. Et alors après, les rapports entre les personnages sont intéressants. Par contre, ça reste une traduction, mais je trouve pas les dialogues complètement dingues non plus. Il y a un peu des motifs qui reviennent souvent, truc du genre. J'ai envie de dire quelque chose, mais je vais pas le dire parce que j'arrive pas à l'exprimer. Ça a dû revenir au moins une dizaine de fois depuis le début du bouquin, donc je me dis bon, c'est cool, on va voir comment ça évolue et je vous tiendrai peut-être au courant de ça. Merci d'avoir écouté. On attend ça avec Ouais. impatience. N'hésite donc, pas à revenir nous spoiler. Carrément. Et du coup, Samuel, ça n'a rien à voir avec Voyage au bout de la nuit. Merci Merde. Maxime pour ton intervention. Non, mais par contre, moi j'ai une question. Quand je vois le livre, il a l'air quand même assez petit, assez fin. Alors, est-ce que c'est juste une impression et c'est écrit tout petit à l'intérieur ou c'est un. Non, il pèse ses 230 pages, ouais, c'est ça 230 pages, oui, c'est bien ça. Et écrit assez gros, en fait. De toute façon, ça se lit très facilement. Hein. C'est pas censé être le bouquin prise de tête sur lequel tu vas rester pendant très longtemps. Il y a des fois des accents hyper poétiques dans le bouquin qui méritent vraiment qu'on médite dessus. Ça m'a un peu surpris, des fois il y a des choses vraiment très belles. Mais ça n'a pas du tout la prétention à être un gros roman. C'est vraiment juste consacré à une nuit. En fait, assez souvent ce qui arrive en début de chapitre, c'est simplement là on a l'image d'une horloge qui indique l'heure à laquelle ça se passe et on la voit progresser, mais vu que ça fait que 12 heures, ça occupe pas beaucoup de place forcément. Ok. Parce que ça a l'air super cool. Bah, donc c'est je verrai plutôt pour le sympa. trouver. Eh bien, écoutez, merci beaucoup les garçons pour vos petites questions. On va du coup maintenant clôturer cette émission qui pèse quand même ses 40 minutes, les petits potes. Ok. Eh bien, merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. Nous espérons qu'elle vous a intéressé, qu'elle vous a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission, de nouvelles chroniques. Surtout abonnez-vous. Encore plus de plaisir. Et oui, abonnez-vous, on est en SoundCloud, on est gentil, on a des gâteaux.